ils m'ont engagé. Et donc, j'ai trouvé le prénom. Et pour le nom, c'est facile. Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est d'être oublié vivant. Cette phrase lâchée presque à voix basse résume tout ce que Enrico Macias n'avait jamais osé dire en plus de 60 ans de carrière. À 87 ans, quand les projecteurs s'éteignent plus souvent qu'ils ne s'allument, quand les concerts se raréfient et que le silence devient plus long que les applaudissements, il ne reste plus qu'une chose, la vérité. Pas celle que l'on chante, celle que l'on garde enfouie, même quand on a consacré sa vie entière à émouvoir les autres. Pendant des décennies, Enrico Macias a incarné l'espoir, le sourire rassurant, la voix qui réconcilie les mémoires blessées, les exils, les amours perdus. Il chantait la nostalgie comme on chante une prière, sans jamais hausser le ton, sans jamais crier sa douleur. Et pourtant, derrière cette douceur presque paternelle, se cache une existence marquée par des pertes que peu d'hommes auraient supportées sans se briser. Aujourd'hui, à un âge où l'on n'a plus rien à prouver, Enrico ne cherche ni à séduire ni à convaincre. Il cherche à comprendre, à se comprendre lui-même. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque chanson joyeuse, chaque mélodie lumineuse, a souvent été écrite pour masquer une peur sourde, celle de ne plus compter, celle de disparaître avant même de mourir. Il y a quelques mois, contraint d'annuler plusieurs concerts pour des raisons de santé, Enrico Macias a vécu un moment de vertige. Non pas à cause de la fatigue du corps, mais à cause d'une question brutale, presque cruelle. Et si je chantais pour la dernière fois sans le savoir ? Ce jour-là, il l'a admis à demi-mot. Monter sur scène n'est plus seulement un plaisir. C'est une manière de rester vivant aux yeux du monde. Car la scène, pour Enrico, n'a jamais été un simple lieu de travail. C'était un refuge, un rempart contre la solitude, un endroit où l'on peut exister sans expliquer ses blessures, où l'on transforme la douleur en mélodie pour que personne n'ait à la regarder en face. Mais à 87 ans, les masques tombent, les silences deviennent trop lourds, et ce que le public soupçonnait depuis longtemps commence à prendre forme. Derrière l'homme qui chantait l'amour et la paix, il y avait un enfant déraciné, un mari épuisé par la maladie de la femme qu'il aimait, un frère rongé par la culpabilité et un homme vieillissant qui a failli tout perdre, même le toit au-dessus de sa tête. Ce que nous allons vous raconter n'est pas seulement l'histoire d'un chanteur célèbre. C'est le récit d'un homme qui a survécu à l'exil, à la mort, à l'injustice et qui, aujourd'hui, regarde sa vie comme on feuillette un album dont certaines pages font encore trop mal pour être lues à voix haute. Et pour comprendre cette confession tardive, pour saisir d'où vient cette peur silencieuse qui l'accompagne encore, il faut revenir bien avant la gloire, bien avant les salles combles et les disques d'or. Il faut revenir là où tout a commencé, dans une ville quittée à jamais et dans une enfance marquée par une blessure que la musique n'a jamais totalement refermée. Avant les projecteurs, avant les salles pleines et les refrains repris en chœur, il y a eu une ville, une lumière, une odeur de poussière chaude et de jasmin. Constantine perchée au-dessus du vide, suspendue entre ciel et terre. C'est là que naît Enrico Macias, bien avant qu'il ne devienne un symbole national. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Enrico Macias. Il est Gaston Grenacia, un enfant parmi d'autres, mais déjà différent, déjà à l'écoute. Dans sa famille juive séfarade, la musique n'est pas un luxe. C'est une respiration. Elle s'infiltre dans les murs, accompagne les fêtes, console les silences. On joue, on chante, on improvise. Le petit Gaston observe, absorbe, mémorise. Il comprend très tôt que les notes peuvent dire ce que les mots taisent. Pourtant, personne n'imagine alors qu'il en fera sa vie. La musique est là, oui, mais comme un héritage discret, pas comme une promesse d'avenir. Puis vient l'histoire, brutale, implacable. Les années 1950 marquent la fin d'un monde. L'Algérie change, se déchire, et avec elle, des milliers de familles doivent partir. Pour Gaston, ce départ n'a rien d'un voyage. C'est une rupture, une déchirure intime. Il quitte Constantine sans comprendre qu'il ne la reverra jamais. On ne fait pas ses adieux à un pays quand on est enfant. On croit toujours qu'on reviendra. La France l'accueille, mais ne le reconnaît pas encore. Il est étranger, déplacé, invisible. Il porte en lui un accent, une mémoire, une douleur qu'il ne sait pas nommer. C'est là que la musique cesse d'être un simple plaisir. Elle devient une nécessité. Elle lui permet de survivre à ce sentiment d'arrachement. Chaque accord est un fil tendu vers la terre perdue.
Chaque mélodie, une tentative de retour. Quand il écrit plus tard « Adieu mon pays », ce n'est pas un succès calculé. C'est un cri étouffé, sorti trop tard, mais trop fort pour être ignoré. Le public entend une chanson nostalgique. Lui revit une blessure jamais refermée. Derrière la douceur de la voix, il y a le vertige de l'exil, la sensation de ne plus appartenir pleinement à aucun endroit. Ce déracinement va façonner toute sa carrière. Enrico ne chantera jamais la colère frontale. Il choisira la tendresse, la mélodie accessible, presque rassurante, non par naïveté, mais par instinct de survie. Il sait ce que la violence fait aux âmes. Il a vu un monde disparaître. Alors il chante pour rassembler, pour apaiser, pour réparer ce qui peut encore l'être. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette voix chaleureuse cache une solitude ancienne. Celle de l'enfant qui a perdu son pays avant de perdre des êtres chers. Celle de l'homme qui a appris très tôt que tout peut être arraché sans prévenir. C'est cette peur primitive qui le pousse, encore aujourd'hui, à monter sur scène dès qu'il le peut, comme pour dire au monde « Je suis encore là ». L'exil n'a pas seulement donné naissance à l'artiste, il a forgé l'homme avec ses silences, ses fidélités, et sa manière si particulière d'aimer sans compter. Car après avoir perdu une terre, Enrico Macias s'est juré de ne plus jamais perdre ce qui lui serait donné, surtout lorsqu'il s'agirait d'amour. Il y a des rencontres qui changent une trajectoire. Et puis il y a celles qui deviennent une colonne vertébrale. Suzy, pour Enrico Macias, n'a jamais été un chapitre parmi d'autres. Elle a été le fil continu, discret mais indestructible, qui a maintenu sa vie debout quand tout menaçait de s'effondrer. Il se marie en 1962. Rien d'ostentatoire, rien de tapageur. Un amour simple, solide, presque silencieux. Suzy n'était pas une femme de l'ombre, mais une femme de l'axe, celle autour de laquelle tout s'organise. Ensemble, ils construisent une famille, 2 enfants, une routine faite de respect, de fidélité et de projet. À cette époque, la célébrité d'Enrico commence à prendre de l'ampleur. Mais à la maison, il reste un mari, un père, un homme ordinaire. Puis la maladie s'invite, sans fracas, sans prévenir. Un diagnostic cardiaque grave, suivi d'un autre, puis d'un autre encore. Les médecins parlant de traitements lourds, d'opérations à répétition, de prudence permanente, et sans que personne ne le décide vraiment, la vie bascule dans un autre rythme, celui des salles d'attente, des nuits écourtées, des calendriers dictés par les rendez-vous médicaux. Pendant près de 50 ans, Suzy va lutter. Chirurgie après chirurgie, espoir après espoir. Et pendant près de 50 ans, Enrico restera là. Pas en héros, pas en martyr, simplement là, présent, fidèle, silencieux. Il apprend à écouter le moindre souffle, à reconnaître la fatigue dans un regard, à anticiper la douleur avant même qu'elle ne soit formulée. L'amour devient un travail de tous les instants, un engagement sans applaudissements. Ce que le public ne voit pas, ce sont ces retours de concert, où l'artiste laisse son costume dans la loge pour enfiler celui des dents. Ces nuits où il répète mentalement des refrains pour rester éveillé. Ces matins où il sourit devant les caméras après avoir passé des heures à l'hôpital. Il ne se plaint pas, jamais, parce que se plaindre serait déjà une forme d'abandon. Avec le temps, leur relation se transforme. Elle dépasse la romance. Elle devient une alliance face à l'épreuve. Une solidarité qui ne s'explique pas. Suzy n'est plus seulement l'épouse aimée, elle est la raison pour laquelle Enrico continue d'avancer. Elle était mon pilier, dira-t-il plus tard, sans emphase, comme une évidence. Puis arrive le 23 décembre 2008, une date qui coupe la vie en deux. Suzy s'éteint dans ses bras. Après tant d'années de lutte, le corps lâche enfin. La douleur est immense, mais elle est étrange, complexe, presque coupable, car au chagrin s'ajoute un sentiment que peu osent avouer, le soulagement. Non pour lui, pour elle. La fin de la souffrance. Le repos enfin mérité. Après sa disparition, le temps se fige. Enrico ne change rien, absolument rien. Les objets de Suzy restent à leur place, son parfum, sa brosse à dents, les petites habitudes demeurent, comme si la routine pouvait retenir l'absence. Il lui parle encore, tous les jours. Il raconte les événements, les silences, les souvenirs. Non par déni, mais parce que l'amour, quand il a duré un demi-siècle, ne s'éteint pas avec le dernier souffle. Il dira plus tard qu'il n'a jamais surmonté sa mort. Il a appris à vivre avec, à cohabiter avec un manque permanent, à transformer la douleur en présence intérieure. Suzy continue de l'accompagner,
invisiblement dans chaque décision, chaque doute, chaque montée sur scène. Cette fidélité absolue explique beaucoup de choses. Elle éclaire la douceur d'Enrico, sa pudeur, son refus du scandale. Elle explique aussi pourquoi, après avoir tant donné, tant aimé, il portera encore longtemps le poids de la perte comme une seconde peau. Mais Suzy n'est pas la seule disparition qui a marqué son existence. Avant même de devenir veuf, Enrico avait déjà appris à vivre avec la mort. Une autre, brutale, injuste, qui allait à jamais lier son destin à celui d'un autre artiste, et à une culpabilité dont il ne s'est jamais vraiment libéré. Le 12 août 1965 n'est pas une date dans un agenda, c'est une fracture, une ligne invisible qui sépare la vie d'Enrico en deux, l'avant, encore naïf malgré l'exil, et l'après, chargé d'une gravité définitive. Ce jour-là, une voiture s'écrase, et avec elle des certitudes, des équilibres, des innocences. À bord, il y a Jean-Claude, le frère d'Enrico, et Liliane, sa compagne. À l'arrière-plan de cette tragédie, un nom que la France apprendra bientôt à connaître, Serge Lama. Il survivra, les deux autres non. Pour Enrico, la nouvelle tombe comme un verdict sans appel. La mort n'est plus une abstraction, elle a un visage, une voix familière, un rire qu'il n'entendra plus jamais. Et immédiatement, une pensée s'impose, violente, irrationnelle. C'est mon frère qui conduisait. À partir de cet instant, une culpabilité sourde s'installe. Pas celle que l'on confesse, celle que l'on garde, celle qui ronge sans bruit. Il redoute une chose plus que tout, que Serge lui en veuille, qu'il l'accuse, même en silence. Car comment vivre en sachant que l'autre a survécu, mutilé, pendant que les siens ont disparu? Cette peur-là, Enrico ne la dira jamais publiquement, mais elle s'insinue dans ses gestes, dans sa voix, dans cette retenue presque douloureuse qui devient sa signature. Contre toute attente, Serge Lama ne reprochera rien, au contraire. De la souffrance partagée naît une amitié d'une intensité rare, une fraternité forgée dans l'irréparable. Serge, gravement blessé, passera des mois à l'hôpital. Les opérations se succèdent. Le corps est brisé, l'avenir incertain, et pourtant il refuse de renoncer. La musique devient son champ de bataille, son moyen de se relever quand tout semble perdu. Enrico est là, présent, discret, admiratif. Il observe cet homme qui, malgré la douleur, choisit de continuer. Et sans le savoir, il apprend une leçon qui ne le quittera plus. On peut survivre à l'inacceptable, à condition de ne pas se laisser définir par lui. Mais la culpabilité ne disparaît pas pour autant, elle se transforme, elle devient une vigilance permanente, une manière d'aimer sans compter, de ne jamais abandonner, de rester fidèle jusqu'à l'extrême. Enrico portera longtemps cette idée qu'il doit quelque chose à la vie, comme une dette silencieuse. Peut-être est-ce pour cela qu'il se donne autant, qu'il évite les conflits, qu'il choisit toujours l'apaisement plutôt que la colère. Avec Serge, les années passent, l'amitié ne s'effrite pas, elle se renforce. Ensemble, ils parlent parfois de ce jour-là. Pas pour se faire mal, mais pour se rappeler que, même dans les circonstances les plus sombres, un lien humain peut naître et durer. Serge deviendra une figure de résilience pour le public. Pour Enrico, il restera surtout un miroir, celui de ce qu'il aurait pu devenir s'il avait laissé la douleur le détruire. Ce drame ancre définitivement Enrico dans une relation intime avec la mort. Elle n'est plus une fin lointaine, elle est une présence, une compagne silencieuse qui rappelle à chaque instant la fragilité de tout ce qui compte. Et c'est peut-être pour cela que plus tard, face à d'autres épreuves, il refusera de baisser les bras, parce qu'il a déjà appris trop tôt que perdre n'est pas une option, seulement une réalité à apprivoiser. Mais la vie cruelle dans son ironie n'avait pas encore épuisé ses coups, car après la mort et la maladie, Enrico allait affronter une autre forme de menace, plus froide, plus abstraite, mais tout aussi destructrice, une bataille où il risquait de perdre non seulement de l'argent, mais le symbole même de toute une vie de travail. Il y a des combats que l'on choisit, et puis il y a ceux qui vous tombent dessus quand on pense avoir déjà tout traversé. Pour Enrico Macias, cette épreuve arrive tard, trop tard, à un âge où l'on devrait penser à la transmission, pas à la survie. En 2007, Enrico et son épouse prennent une décision qu'ils croient rationnelle. Une opération financière, présentée comme solide, presque prudente. Un prêt colossal, garanti par ce qu'il possède de plus précieux, sa villa de Saint-Tropez. Ce lieu n'est pas qu'une maison. C'est un refuge, un symbole,
la matérialisation de 50 années de travail acharné, de tournées, de sacrifices. Un endroit où il pensait pouvoir vieillir en paix. Puis survient la tempête, la crise financière de 2008, brutale, incontrôlable. La banque islandaise s'effondre, les fonds s'évaporent, et soudain, ce qui devait être une stratégie devient un piège. Enrico ne comprend pas, il cherche des explications. Il découvre que l'argent a été investi dans des produits à haut risque, loin de ce qu'on lui avait promis. Le sol se dérobe sous ses pieds. Très vite, les chiffres prennent un visage menaçant. 30 millions d'euros réclamés. Une saisie possible. La perte de la villa. La perspective d'être dépossédé de tout à un âge où recommencer est impossible. Pour un homme qui a connu l'exil enfant, la menace est insupportable. Car perdre sa maison, pour Enrico, c'est revivre l'arrachement. Encore. Commence alors une bataille juridique interminable. 10 ans, 10 années d'audience, d'appel, de refus, 10 années à vivre avec une épée au-dessus de la tête. Enrico se bat. Il parle d'injustice, de tromperie, de trahison. Il ne cherche pas à s'enrichir. Il cherche à protéger ce qu'il considère comme légitimement sien. « J'ai travaillé toute ma vie pour ça », dira-t-il, la voix tremblante. Mais la justice est lente, froide, implacable. Les décisions tombent, une à une, toujours défavorables. À chaque jugement, un peu plus d'espoir s'effrite. Et avec lui, une partie de l'énergie vitale d'Enrico. Il vieillit dans les couloirs des tribunaux. Il apprend un autre type de fatigue, celle qui ne se soigne ni par le repos, ni par la musique. Ce combat le ronge intérieurement. Il dort mal, il s'inquiète, il imagine le pire. Non pour lui seul, mais pour la mémoire de ce qu'il a construit. Perdre cette ville-là, ce serait comme effacer la trace matérielle d'une vie entière. Comme si, après avoir tant donné au public, il ne lui restait plus rien à lui. Oui, en 2021, une décision européenne reconnaît une faute de procédure, une victoire symbolique, un souffle d'air, mais elle ne change pas l'essentiel. La menace demeure, la peur aussi. Enrico comprend alors une vérité cruelle, même après une carrière exceptionnelle, même après avoir touché des millions de cœurs, on peut se retrouver seul face à un système plus grand que soi. Ce combat laisse des marques profondes, il accentue la fatigue, il fragilise la santé, il accélère cette prise de conscience qui obsède désormais Enrico. Tout peut disparaître. La maison, l'argent, le corps, la voix, tout, sauf peut-être ce que l'on laisse dans la mémoire des autres. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque la peur de perdre devient presque plus forte que la peur de mourir, qu'Enrico Macias commence à formuler, pour la première fois, une pensée qu'il n'avait jamais osé affronter frontalement. Une question simple, terrible, inévitable. À 87 ans, le corps ralentit, la voix se fatigue parfois, mais l'esprit, lui, devient plus lucide. Pour Enrico Macias, l'heure n'est plus au faux-semblant. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à porter, seulement une vérité à regarder en face, même si elle dérange. Ces dernières années, les annulations de concerts se sont multipliées, non par manque d'envie, mais parce que la santé impose ses limites. Enrico l'admet sans détour. Il n'est plus l'homme infatigable d'autrefois. Pourtant, une phrase revient, comme un serment intime, « Tant que je pourrai chanter, je chanterai ». Non pas par orgueil, mais parce que chanter, pour lui, n'a jamais été un métier, c'est une preuve d'existence. Et c'est là que se trouve sa véritable confession. Ce qu'il avoue enfin, à demi-mot, ce n'est pas une faiblesse ni un regret précis, c'est une peur. Une peur profonde, ancienne, presque enfantine, celle d'être oublié avant même de mourir. Après l'exil, après la mort de Suzy, après la perte de son frère, après la menace de tout perdre matériellement, une angoisse subsiste intacte, disparaître sans laisser de traces. Enrico Macias n'a jamais craint la mort en elle-même. Il a côtoyé trop souvent la maladie, les hôpitaux, les adieux silencieux pour la redouter comme une inconnue. Ce qui l'effraie, c'est le silence après. Le moment où plus personne ne fredonnera ses chansons, où les souvenirs se dissoudront lentement, comme une mélodie que l'on n'écoute plus. Pourtant, quand il regarde derrière lui, une autre vérité s'impose. Il voit ses enfants, Jean-Claude et Josia, qui ont trouvé leur propre voie artistique. Il voit son petit-fils Simon reprendre le flambeau, timidement mais sincèrement. Il comprend alors que la transmission ne se mesure pas en trophées ou en villas, mais en émotions partagées, en chansons qui accompagnent des vies entières. Enrico ne cherche plus à être à la mode. Il observe la nouvelle génération avec curiosité, parfois avec amusement.
Il sourit quand on lui parle de jeunes artistes. Il s'émeut devant une voix sincère, quelle que soit l'époque. Parce qu'au fond, il n'a jamais chanté pour dominer son temps, mais pour dialoguer avec l'humain. Aujourd'hui, il se définit moins comme une légende que comme un témoin, le témoin d'un siècle de douleur, d'exil, d'amour fidèle et de combats perdus ou gagnés. S'il devait laisser un message, ce ne serait pas une leçon, encore moins une morale, ce serait une invitation. Aimer sans compter, chanter même quand la voix tremble, rester debout même quand tout vacille. Et c'est là que la question vous revient, à vous qui écoutez cette histoire. Si demain tout s'arrêtait, que resterait-il de vous dans la mémoire de ceux que vous aimez? Une maison? Un compte en banque? Ou une émotion? Une parole? Une chanson partagée? Si cette histoire vous a touché, dites-le nous en commentaire. Quelle chanson d'Enrico Macias vous ramène instantanément à un souvenir de votre vie? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux pour qui sa musique compte encore, et de vous abonner pour continuer à explorer ensemble les histoires humaines qui se cachent derrière les légendes. Car tant qu'une voix résonne dans un cœur, rien ne disparaît vraiment.